Bonjour à tous, bienvenue au podcast Majeur et cultivé. Je suis avec Florence. Salut! Et aujourd'hui, on va parler du féminisme et de l'intersectionnalité. Mais avant de commencer, je voulais te poser une question. C'est quand la première fois que tu as entendu parler du féminisme? Oh mon Dieu, quand est la première fois que j'ai entendu parler du féminisme? Ouais. Je veux dire que j'étais quand même jeune, tu sais. On est dans une génération qui est quand même woke, mettons, je vais le dire entre grosses guillemets. Donc, dans ma tête, j'étais probablement au primaire quand j'en ai entendu parler, mais c'est pas... Je pense pas que je l'ai entendu parler de la bonne façon, je pense. Je pense que c'était perçu comme péjoratif. Je sais pas pour toi, là. Ben moi, c'est un peu une même expérience. Genre, le féminisme, tu sais, on en a parlé à l'école. Des fois, ils faisaient des petits cours, ils t'expliquaient c'était quoi. Mais, c'était pas vraiment quelque chose qu'on nous incitait. Au premier abord, c'est comment on se les fait dire. C'est vraiment, ça, le féminisme, c'était un mouvement d'avant. Les femmes ont fait ça, mais aujourd'hui, c'est un peu plus d'actualité. Mais c'est tellement faux quand tu regardes pour de vrai. C'est tellement d'actualité encore à ce jour et encore dans les dernières journées. Là, Oui, c'est ça. Fait que je pense que mes premières expériences avec le féminisme ont vraiment été pas péjoratives. Je pense que j'ai pas utilisé le bon terme, mais plus comme si c'était un problème du passé plutôt. Ouais. Ouais, vraiment, que c'était quelque chose qui était pas actuel. Non, ouais, non, vraiment. Pour continuer ce que tu dis, moi, c'était vraiment plus, comme j'ai dit, de la matière que tu voyais à l'école. Ouais. On m'a jamais vraiment encouragée à affirmer que j'étais une féministe ou que comme c'est bien de défendre... Oui, bien sûr que c'est bien de défendre les droits des femmes et l'égalité, mais c'est pas quelque chose on t'apprend pas à être une féministe. On dit pas que... Ouais, puis surtout, tu sais, quand on parle des droits des femmes, on dit souvent « Ah, le Québec, on est vraiment très avancé là-dedans, que c'est les autres pays, tu sais, aux États-Unis, c'est pire. » Ou, tu sais, quand on parle surtout des femmes avec le voile dans les pays où est-ce que, tu sais, plus arabes, où est-ce que, il va y avoir souvent du port du voile qui est obligatoire, mais on n'a tellement aucune culture là-dessus que la seule culture qui vient au Québec aux oreilles des plus jeunes, ça va être vraiment eux, ils n'ont pas de droit, le féminisme c'est important, nous, on a toutes nos affaires, l'équité salariale, c'est correct, mais même pas, tu sais, c'est encore un enjeu aujourd'hui, là. C'est complètement fou, c'est difficile de s'imaginer que c'est le cas encore au Québec, dans une société qu'on dit avancée et ouverte, mais c'est encore le cas, puis c'est encore un problème, tu sais. Ouais, définitivement. Fait que, après cette discussion-là, j'aimerais savoir c'est quoi ta définition du féminisme. La définition du féminisme, ça dépend de tout le monde, mais la seule définition, à mon avis, qui compte et qui est importante, c'est la première définition, puis c'est avoir le même droit que les hommes. Ouais. C'est être traité également. Puis je pense que le problème en ce moment, je sais pas si tu es d'accord avec ça, puis si tu as le goût d'élaborer là-dessus, mais le problème en ce moment, c'est que le féminisme est perçu comme un mouvement qui veut mettre les femmes au-dessus des hommes. C'est vrai. Je sais pas si t'as perçu ça avec le féminisme d'aujourd'hui, puis encore une fois, le mouvement woke, tu sais. Oui, j'ai définitivement vu ça. Tu sais, beaucoup d'hommes vont avoir peur du féminisme, même. Que c'est comme si... Maintenant, le féminisme n'est plus rendu une quête de l'égalité, mais c'est davantage comme moi, je veux avoir de l'attention, moi, je veux te surpasser dans tous les domaines, je veux prendre le contrôle. C'est comme, il le pousse à l'extrême. Exact, c'est ça. Des fois, je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais il y a des filles qui disent non, moi, je suis pas féministe. Là, je fais, mon Dieu, mais comment tu peux pas être pour avoir les mêmes droits que les autres? Tu sais, pourquoi tu veux être en dessous? C'est bizarre, tu sais. Mais je pense que les gens qui s'associent pas avec le féminisme, qui veulent pas s'associer avec le féminisme, s'ils veulent pas s'associer avec l'extrême. C'est vrai. Je suis complètement d'accord avec toi. Tu sais, parce que le féminisme, ça va dans les deux sens. C'est non seulement l'égalité, mais c'est aussi donner le choix aux femmes. Donner le choix aux femmes de vivre la vie qu'elles veulent, tu sais. Une femme veut rester à la maison, une femme qui veut devenir une businesswoman devrait avoir le même support de la communauté girl power. Tu sais, genre, dans ma tête, le problème en ce moment avec le féminisme d'aujourd'hui, surtout, c'est que on pense plus aux enjeux
de base. On se dit, elle accepte pas son corps, elle a un petit complexe, puis elle va se refaire faire les boules. Non, ça fonctionne plus. Elle est pas féministe, elle aime pas son corps, elle, ça a pas d'allure. Mais elle qui accepte son corps, elle, on la supporte. Pourquoi on supporte pas les deux? Pourquoi on supporte pas juste les femmes? C'est ça le problème, moi, dans ma tête, qui est en ce moment. Mais je pense que ça, c'est vraiment dû au fait que, tu sais, aujourd'hui, mais ça, c'est le cas de toutes les organisations sociales ou les mouvements sociaux, tu sais, c'est le fait que le féminisme, c'est un ensemble de mouvements, tu sais, il y a tout le monde qui peut adhérer puis ajouter un peu de son grain de sel, puis de ses épices dessus, fait que ça fait qu'après, t'as comme genre des gens qui vont dire « Ah, nous, on est pour ça, nous, on est pour ça. Ah non, moi, je suis plus gauche, moi, je suis plus conservateur, mais je suis quand même féministe. » Fait que ça fait que là, tu sais plus trop où te trouver dans le mouvement. Puis ça fait qu'il n'y a pas une... Tu sais, des fois, le fait qu'il n'y a pas une structure qui est déjà comme établie, ça fait que c'est plus propice à une explosion de n'importe quoi. Tu sais, c'est bon comme ça peut être mauvais en même temps. Et c'est le cas du fait que, comme, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont voir le féminisme comme... genre, ce mouvement extrémiste. Si on pense, si on avait les femmes qui étaient allées vers une genre de manifestation, les seins nus. Oui, les fémènes, oui, exact. Exactly. Fait que, tu sais, ces gens-là, on va les voir comme genre des extrémistes, ils sont là pour, comme, tu sais, comme répandre le désordre, puis c'est pas bon. Mais tu sais, quand ils pensent, c'est bien ce qu'ils font, là. Ils sont là pour... Mais c'est ça, en fait, c'est... Le problème, en fait, il y a les deux côtés de la médaille avec les fémènes. C'est surtout que ce qu'ils prônent, ils viennent provoquer, ils viennent choquer. Parce que de nos jours, choquer, provoquer, c'est pas, j'irais pas dire difficile, mais c'est pas... on va plus choquer en disant « Ah, on a besoin d'équité salariale envers les femmes. » Ça va plus choquer. Fait que là, on va pousser pour choquer, puis c'est ce que les fémènes font. Mais leurs idéaux, à la base, sont vraiment... sont vraiment sains, entre gros guillemets. Oui, il y a des extrémistes, comme dans tout le mouvement. Puis, mais le seul problème avec les fémènes, c'est surtout que on retient d'eux que sont seins nus. On retient pas le message, on retient pas ce qu'ils disent, on retient son seins nus. Ils sont féministes puis sont seins nus. Fait que ça met la position de la femme et la position du féminisme. C'est beaucoup plus difficile, tu sais. C'est beaucoup plus difficile de prendre au sérieux quand la seule chose qu'on retient de mouvements aussi forts, aussi provocateurs, c'est ils montraient leur corps, tu sais. Puis, mais c'est pour ça que c'est aussi difficile d'avoir une définition complète du féminisme. C'est que c'est tellement un courant éparpillé, comme on disait, que y a pas tout le monde a la même définition, puis c'est là que ça devient un problème. Ouais, ben, pour ajouter à ça, il y a la définition de Larousse du féminisme. Et selon Larousse, c'est un courant de pensée, de mouvement politique, social et culturel en faveur de l'égalité entre femmes et hommes, ce qu'on vient juste de dire. Et à partir de ça, je voulais aligner une autre question. Est-ce que toi, tu t'identifies comme une féministe? Même si que, tu sais, on a vraiment l'impression que tu l'es, la manière dont tu en parles. Oui, ben, moi, dans ma tête, ne pas être féministe en tant que femme, c'est illogique. T'as pas besoin d'être la fille qui se met nu sein dehors. T'as pas besoin d'aller marcher avec les fémènes. Mais tu peux pas dire que un gars va faire un commentaire sexiste puis tu fais genre « Ah ouais, c'est correct. J'adhère à ça. Les femmes devraient rester dans leur cuisine. » Genre, si tu veux rester dans ta cuisine, reste dans ta cuisine. C'est pas ça. Si tu veux rester une femme au foyer, reste une femme au foyer. Mais ne va pas juger les femmes qui veulent faire autre chose de leur vie. Je pense que moi, dans ma tête, je me considère à 100% comme une féministe parce que dans ma tête, le féminisme, c'est l'égalité, c'est le support, c'est venir donner une voix aux femmes puis donner un support aux femmes qu'on n'a pas eu du reste de la société, du reste des hommes. T'sais. On a été écrasés, ben là, on se remonte. Il faudrait que tout soit remonté, que toutes les visions de la femme ne soit pas laissé sur un genre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, je comprends. C'est pas parce que tu restes une femme au foyer puis tu veux avoir une vie un petit peu plus conservateur que t'es pas féministe. C'est pour ça que dans ma tête, être féministe,
c'est illogique. À part si t'es vraiment comme, ah ouais, non, moi, les femmes, ça devrait avoir moins de droits. On est inférieur. Ouais. Tu sais, là, t'es pas féministe, mais encore une fois, c'est illogique dans ma tête. Je sais pas pour toi, t'es-tu féministe? Moi, je suis féministe. Définitivement féministe. Mais je sais qu'il y avait une partie, il y avait un moment de mon adolescence où je savais pas trop me positionner par rapport à ça. Ah ouais? Ouais, c'est intéressant, hein, je sais. Ben ouais, non, je comprends. Et c'est pas tant à cause que, tu sais, souvent il y a des femmes qui veulent avoir la validation des hommes, puis l'idée de s'identifier aux féministes, c'est comme genre, je m'associe avec, genre, je suis comme extrémiste, puis comme genre, moi, je suis girl power, puis tu sais, des fois, c'est mal vu de la part de certaines personnes, ce que je ne comprends pas. Mais c'était pas tant à propos de ça, c'est plus parce que je trouvais que le mouvement féministe était vraiment, celui qui était mis de l'avant, puis qui était comme présenté dans la télévision ou dans les journaux, c'était un féministe qui était très blanc. Puis je trouvais qu'il y avait pas assez, je voyais pas assez de filles comme moi qui étaient comme genre, oui, moi, je suis pour l'égalité non seulement entre femmes et hommes, mais je suis aussi pour, tu vois, de mettre en avant les jeunes filles noires comme moi qui souhaitent prendre de la place en politique, qui souhaitent prendre de la place dans des domaines qui n'ont pas l'habitude on n'a pas l'habitude de voir cette représentation-là. Et je trouvais que ça manquait de représentation justement des minorités visibles. C'est pour ça que c'était dur pour moi de me dire « Ah, je suis une féministe ». Parce que je trouvais que j'étais comme féministe à genre 75%, il y avait le 25% que j'essayais de trouver, mais que je trouvais pas. Non, mais c'est ça. Tu sais, en tant que femme blanche, c'est sûr que c'est des choses qu'on réfléchit pas, tu sais. Puis si je me mets, tu sais, comme c'est un aspect que, clairement, il y a juste les gens qui le vivent, qui peuvent y penser juste de façon très jeune, tu sais. Tu sais, moi, j'avais cette ignorance-là, puis plus je grandis, plus je réalise que si t'es féministe, faut que t'acceptes tout le monde. Encore une fois, dans ma tête, c'est un illogisme d'être « Ah, t'es féministe, mais t'es raciste. » Ou « T'es féministe, mais t'es homophobe. » Ben oui, mais aime les femmes en général, tu sais. Exactement. Puis, tu sais, je pense qu'en même temps, ça peut aussi expliquer un peu, je vais mettre en grosses guillemets, mais l'ignorance des hommes, tu sais, parce qu'ils vivent pas. Comme moi, en tant que blanche, je ne vis pas ne pas voir de représentation de moi-même dans les médias. Les hommes ne peuvent pas comprendre c'est quoi être catcall, c'est quoi vivre des injustices. Qu'est-ce que ça fait de se faire dire « retourne dans ta cuisine ». Tu sais, qu'est-ce que ça fait d'être sexualisé au point que tu peux pas mettre des shorts sans que ta mère dise « Hey non, cache-toi un petit peu ». Tu sais, ils peuvent pas le comprendre parce qu'ils l'ont pas vécu. Puis, je pense pas qu'on devrait blâmer les hommes, mais je pense qu'on devrait les rallier à la cause. Que, je pense que c'est une discussion à avoir avec les hommes. Définitivement. Je pense pas que ça leur été intéressant d'avoir quelqu'un ici. C'est vrai. Qu'un gars nous dise, tu sais, j'avais pas pensé à ça, tu sais, ou quoi que ce soit, parce que, comme avec ta situation, où est-ce que t'en as pas vu des femmes noires quand t'étais jeune qui étaient féministes, tu sais? C'est la même chose pour les hommes. Ils voient pas, tu sais, pas grave, tu sais, moi, je vis ma vie, mais je comprends pas qu'il y a ces problèmes-là. C'est important d'avoir une discussion là-dessus, tu sais. C'est important d'avoir la discussion. Définitivement. Fait qu'on va faire un petit cours d'histoire avant d'entamer un autre aspect du féminisme. J'aime ça. Fait qu'on va parler un peu de l'histoire du féminisme au 20e siècle et au 21e siècle. Et j'ai trouvé des informations assez intéressantes. Ah, ben écoute, shoot-moi ça, hein. Donc, premièrement, le féminisme, avant, là, genre autour des années 1870, c'était pas genre un terme social pour désigner le mouvement pour le droit des femmes, pour la libération des femmes. C'était utilisé comme un terme médical pour qualifier un arrêt de développement et un défaut de virilité chez des sujets masculins. Quoi? Oui. Quoi? Puis... c'est tellement drôle. Il y a des gens qui ont fait le lien avec la raison pour laquelle on a réutilisé ce terme-là pour justement l'utiliser pour le mouvement féministe, à cause que, comme les hommes, il y avait comme un arrêt de développement qui faisait qu'il y avait une apparence un peu plus féminine. Pour les femmes, c'est que comme genre, en voulant chercher le droit de vote qui était avant attribué seulement aux hommes, puis un quelconque genre pouvoir que les hommes avaient, c'est comme si elle cherchait à ressembler à des hommes.
c'est comme mais une les hommes féministes... Exactement. Oh my C'est God. comme un parallèle, mais je trouvais ça vraiment comme drôle, tu sais, c'est comme... C'est complètement fou. Je penserais pas à ça, vraiment Non. pas. Mais tu sais, ça a commencé, je sais pas si je me trompe, tu me le diras, mais ça a commencé beaucoup avec les suffragettes, puis le droit de vote surtout, là. Ouais. Les femmes qui essayent de s'émanciper là-dedans. Mhm. Tu sais, mettons, je fais une petite parenthèse de vie, là. Ma grand-mère, qui est quand même relativement vieille, je pense qu'elle est rendue à 90 ans, si je me trompe. C'est ça, là, tu sais. Fait elle a vécu avoir, genre, découvrir le droit de vote. Mhm. Puis, même avec le droit de vote, elle était comme, je sais pas pour qui voter, je vais voter pour le vote de ton grand-père, tu sais. Elle était genre, pour qui on vote? Mhm. Fait que c'était bien beau changer la loi, mais les pensées étaient pas encore changées. Mhm. Les femmes, comme, oui, ils se forçaient à avoir le droit de vote, mais il y avait pas, genre, les pensées étaient encore pas changées. Même, on donne le droit de vote aux femmes, ça veut pas dire c'est fini, tu sais. Ouais, mais c'est un des problèmes aussi, tu sais, c'est Exact. comme, tu donnes un droit, mais tu éduques pas la personne sur comment l'utiliser, tu sais. Tu éduques pas, tu sensibilises pas. Ouais. Mais c'est ça, je pense que, encore une fois, c'est le problème d'aujourd'hui, Mhm. que on change les lois, on change les choses, mais les idéaux, est-ce qu'ils ont changé? Est-ce que, Ouais. concrètement, culturellement, la relation homme-femme a changé? C'est la question, Encore. tu sais. C'est ça. Elle a juste comme genre, tu sais, elle s'est juste en quelque sorte arrangée selon le, tu sais, le monde d'aujourd'hui. tu sais. Oui, oui. Mais ça peut pas tant changer. Il y a encore des choses qui doivent être remises dans l'ordre. Ben, pas Ouais. remises dans l'ordre, mais comme réorganisées. Non, c'est sûr. Mais à part ça, les féministes, l'histoire, c'est quoi? Ben, comme tu l'avais dit, Ouais. les féministes, ça a commencé premièrement avec, tu sais, la préoccupation des femmes pour le droit de vote, pour avoir une plus grande place dans la politique. Puis ça, c'était durant la moitié du 19e siècle et le début du 20e siècle. Puis ensuite, après les suffragettes, après cette recherche-là du droit de vote, il y avait le féminisme des années 1970. Et moi, je suis vraiment intéressée par ça parce que ça, ouais? c'est le féminisme qui était durant environ plusieurs qui a débuté en même temps avec plusieurs autres mouvements sociaux comme la libération sexuelle, les justices sociales. Fait que, tu sais, comme c'était comme un féminisme qui était très, quand même assez inclusif, puisque comme là, tu trouvais différentes formes de femmes des noirs comme des femmes qui étaient blanches, comme des femmes latinos qui se mettaient ensemble pour essayer de, comme, tu sais, avoir un peu plus de liberté, parce que oui, il y avait le droit de vote, oui, comme tu avais dit, il y avait un peu plus de place en société, mais tu sais, il y a toujours quelque chose que tu recherches qui pourrait t'amener un peu plus loin, te pousser à comme à faire davantage. Il y avait encore des inégalités entre les hommes et les femmes. Mais c'est intéressant qu'en 70, ça a commencé pour de vrai. Ouais. En fait, comme, il y a plus que juste le droit de vote. Il y a plus que la loi de, on est-tu égal au niveau de la loi? Ouais, mais il y a plus que ça, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, je pense que c'est une des phases du féminisme qui m'intéresse le plus. Puis ensuite, bien sûr, il y a le féminisme contemporain d'aujourd'hui, qui est celui de 1970 jusqu'à aujourd'hui. Puis lui, il est vraiment complexe parce que il y a pas juste la libération sexuelle, il y a pas juste c'est comme genre on veut avoir des droits de vote, c'est vraiment plus comme OK, maintenant on voudrait que des services soient mis à la disposition des femmes qui vont travailler, par exemple les garderies. C'était initialement pour aider les femmes qui voulaient avoir un job, qui voulaient, tu vois, prendre soin de leur famille aussi, autant que les hommes, ou que l'idée qu'on avait que comme l'homme, c'est lui qui ramène le bacon sur la table. Tu sais, il voulait s'imposer aussi. Fait qu'on avait besoin de leur offrir ces services-là pour qu'ils puissent compenser le fait qu'ils peuvent pas garder leur enfant et, tu sais, voler de leurs propres ailes. Ouais, mais juste, genre, tu parles de services en ce moment, ça m'a vraiment pop-up dans la tête, mais juste la question de l'avortement en ce moment qui est tellement la question du moment avec les lois aux États-Unis qui arrivent dans les derniers jours, là, tu sais, c'est que on va jusqu'au service de le droit de la femme sur son corps. Tu sais, que c'est une question encore aujourd'hui que, encore une fois, je trouve complètement illogique que la question ne soit pas close et mise de côté, tu sais. Parce que c'est complètement fou, tu sais, que encore à ce jour,
il y a des vieux hommes sénateurs blancs, tout ridés, qui font « Ouais, les femmes, je vais décider si oui ou non t'as le droit sur ton corps. T'as pas d'utérus. Qu'est-ce que tu fais à faire des lois là-dessus? » Ouais. Tu sais, Ouais. je comprends pas ça. Puis c'est tellement une question encore d'actualité, puis c'est clairement dans un service contemporain qu'on doit... C'est une question, encore une fois, tu sais. Mais tu vois, ce que je comprends pas, c'est que encore c'est comme si on a l'impression qu'il faut demander. Puis c'est pas quelque chose qui est déjà comme... qui devrait déjà être comme, tu sais, normal de faire, tu sais. C'est que le fait qu'on doit comme se battre pour dire que comme, écoute, c'est la femme qui devrait avoir le choix sur son corps, comme c'est les services de garderie, peu importe qui sont là peu importe quels services qui sont là pour aider les femmes, c'est quelque chose que tu devrais déjà penser à offrir à des gens, tu sais. Ça devrait être acquis dans la société où est-ce que on est en train de dénoncer toutes ces choses-là. Ça met en lumière, ça surligne en gros traits que à quel point c'est complètement stupide que ça soit pas acquis déjà. Ouais. Que l'émancipation des femmes, on dit qu'elle est faite, puis après ça, il y a des lois comme ça aux États-Unis où est-ce que presque la moitié des États font genre, ouais, non, les femmes ont plus le droit sur leur corps, sur leur propre corps. Je pense que, je sais pas, là je m'avance un petit peu, mais tu sais, toutes les femmes qui... Je pense que les violeurs ils peuvent aller actionner les femmes pour, genre, leur avortement, s'ils font un avortement. C'est fou, là. C'est complètement dégueulasse. C'est... Tu sais, parce qu'une femme, là, si tu te mets dans l'esprit de la femme, là, qui désire un avortement, là. Ouais. Puis tu veux pas cet enfant-là, genre, que la raison, ça soit financier, que la raison, ça soit juste, ça tente pas. La raison, ça soit, c'est un enfant d'un viol. C'est tout ça. Ça devrait être ton choix. Tu sais, c'est horrible, je pense. Moi, si j'étais à la place d'une femme puis je pouvais pas avoir d'avortement, si je pouvais pas avoir ce choix-là, c'est psychologiquement destructeur. Oui, définitivement. Puis, tu sais, comme tu as dit, c'est le fait que comme il y a des personnes qui se permettent de pouvoir faire le choix à la place de quelqu'un d'autre. Oui. Alors que ces personnes-là sont des hommes qui n'ont aucune idée de l'expérience que c'est d'être une femme. Ils n'ont pas d'utérus. Qui n'ont pas d'utérus, clairement. Et c'est le fait que, comme tu sais, le droit de l'avortement, c'est quelque chose qui date de tellement longtemps, genre des années 60, même avant. Et le fait qu'encore aujourd'hui, on doit encore se débattre sur est-ce que c'est bon ou mauvais, ou encore demander, c'est un gros problème pour moi. Je pense que c'est la demande. C'est que c'est pas acquis, c'est ça, c'est la demande. Demander pour un droit qui devrait être, genre, qui devrait être de soi, tu sais. Mais je ne dirais même pas demander, c'est genre supplier, là. C'est au point que, comme genre, mais c'est on doit faire des manifestations. C'est argumenté. Exactement. C'est argumenté. Tu sais, en tout cas, je sais pas, c'est complètement fou. Tu sais, c'est ça. Mais c'est sûr qu'il y a des services, à part les garderies puis l'avortement, je suis pas sûre qu'il y en a d'autres, mais je sais pas. Ben, c'est sûr que les congés, tu sais, de maternité, qu'est-ce que je pourrais penser d'autre? Je pense que c'est tout ce que j'ai en tête. Mais j'imagine qu'il y en a d'autres. J'espère qu'il y en a d'autres services, parce que sinon, ça serait un problème aussi. Mais c'est ça, le féminisme contemporain, c'est vraiment caractérisé par, tu sais, le fait que c'est vraiment, genre, le cumul de toutes les demandes de changement pour les femmes, pour l'égalité entre hommes et femmes. Fait que là, en ce moment, on est dans le féminisme contemporain. Puis, j'ai une autre question. Oui, vas-y. Est-ce que tu penses que on devrait réinventer le féminisme? Oh my God, est-ce qu'on devrait réinventer le féminisme? C'est tellement une bonne question. Je pense que c'est une question qui a beaucoup de nuances. Premièrement, le féminisme en soi, je pense qu'il faudrait réinventer le féminisme, qu'est-ce qui est devenu. Il faudrait réinventer le féminisme, genre la modification du féminisme qui est le féminisme contemporain. L'extrême, tu sais. Parce que le féminisme, à la base, ne devrait pas être inventé. Le féminisme, à la base, c'est l'équité. L'équité, point. Que quelqu'un dise « Ah, les féministes, ils veulent toutes que les femmes contrôlent le monde. » Non, c'est pas ça, le féminisme. T'as pas compris le féminisme. Ça, c'est pas du féminisme. Le féminisme, c'est l'équité. Puis ça devrait jamais être inventé. C'est ça le but, c'est ça la base, c'est ça
l'idée fondamentale, puis c'est un droit acquis, comme on a dit. Ça devrait être acquis, en tout cas. Mais le féminisme d'aujourd'hui, où est-ce que il y a beaucoup, tu sais, que je le veuille ou non, dans le féminisme, il y a beaucoup de couches sociales, où est-ce que... Et puis, il y a beaucoup de différences en termes d'idéologie, tu sais. Il y a des femmes qui sont pour le féminisme de base, que je veux dire entre grosses guillemets encore une fois, que c'est les fondements, l'équité. Puis plus tu montes dans l'extrême, plus ça va jusqu'à les femmes, c'est mieux que les hommes. Mais en disant ça, tu recrées le même problème. Ouais. Tu recrées le même problème d'avant. Puis ça, je pense que ça devrait être réinventé. Peut-être pas réinventé, mais on devrait sensibiliser à ça. On devrait rééduquer surtout. Je sais pas pour toi, là. Ben, pour moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit, de fait de réinventer le féminisme d'aujourd'hui, parce que c'est un peu ce que je vais apporter à la table dans cet épisode. C'est le fait qu'on devrait réinventer le féminisme afin qu'il soit plus inclusif. Tu as parlé des différentes idéologies, différentes couches aussi du féminisme, mais il y a aussi différentes couches sociales du féminisme. Et il y a un terme pour désigner cela, c'est l'intersectionnalité. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Écoute, je te mentirais si je te disais oui, complètement, je suis une experte. Donc, non. Donc, pour les auditeurs qui ne savent pas non plus c'est quoi l'intersectionnalité, le terme intersectionnalité, c'est un terme employé en sociologie et en politique aussi, pour désigner la situation de personnes qui subissent des formes de domination, de discrimination dans une société. Mais si on se concentre davantage sur l'aspect sociologique, ça renvoie à une théorie selon laquelle on devrait intégrer les différences sociales et identitaires d'individus qui forment une organisation sociale ou un mouvement social, dans le but de reconnaître que le fait que... je vais mettre un exemple, que ça soit plus facile. Ouais, vas-y. Une femme en général, elle vit des inégalités. Elle est clairement défavorisée par rapport à l'homme. Mais une femme qui est noire, une femme qui est asiatique, une femme une femme trans, par exemple, ces inégalités-là, bien qu'elles sont communes, car elles sont des femmes, elles vont avoir un degré ou des divergences qui vont faire que ça sera important de les reconnaître au sein d'un mouvement féministe. Et un exemple que j'ai ça qui est réellement arrivé, c'est durant les années 1970. J'ai parlé de comment c'était pour le féminisme, le moment où on parlait de la libération sexuelle, le droit pour les avortements, pour une place plus importante de la femme au sein de la société, non pas seulement par l'acquisition du droit de vote, mais juste la reconnaissance que la femme est capable de pouvoir travailler dans le monde du travail, de pouvoir s'affirmer. Dans un monde d'hommes, là. Exactement. Et que j'avais parlé aussi du fait que c'était aussi un événement, un moment qui était propice pour les autres mouvements sociaux. Il y avait le mouvement antiracisme. Et ce mouvement-là, il était dirigé par des hommes noirs et des femmes noires aussi. Et ces femmes noires-là étaient aussi impliquées dans le mouvement féministe, dans le mouvement contre la pauvreté, dans le mouvement contre le racisme. Et elles ont réalisé que il y avait quelque chose qui clochait. C'était le fait qu'elles sentaient qu'elles n'avaient pas assez de représentation dans chacun de ces mouvements sociaux-là. Bien qu'elles étaient concernées, elles avaient l'impression que non seulement elles n'avaient pas une place importante au sein du mouvement, mais que c'était comme si on ne reconnaissait pas qu'elles aussi, elles avaient des discriminations qui étaient propres à leur divergence, qui était le mélange du fait qu'elle était noire et qu'elle était aussi une femme. Et durant les années 70 ou 60, c'était aussi le mouvement pour la liberté sexuelle. Donc, plus de gens affirmaient leur orientation sexuelle qui était très différente de celle qu'on connaît, qui est hétérosexuelle, qui est comme un peu comme basic. Je dirais pas basic, mais ouais. Fait que ces gens-là aussi ont réalisé que malgré qu'en plus d'affirmer une orientation sexuelle qui diverge des normes sociétales. En plus, ces personnes-là pouvaient être latinos, pouvaient être noires, puis dépendamment de leur classe sociale, dépendamment de leur identité sociale, la discrimination dont ils faisaient face était comme
avaient différents degrés, avaient simplement différents niveaux. Fait que, l'intersectionnalité, c'est tout simplement de reconnaître que au sein d'un groupe, il y a des discriminations qui peuvent être vécues malgré que déjà le groupe vit des discriminations. Fait que c'est quand même un peu comme Reach, mais... Non, mais juste le fait, quand tu me dis, quand j'étais jeune, je comprenais pas, j'étais 75% féministe parce que je voyais pas de représentation de moi dans la société qui était féministe. C'est, je pense, un des excellents exemples d'intersectionnalité que... En tant que femme blanche, je me sens choyée. Je me sens choyée parce que je suis pas transgenre ou j'ai pas de... Tu sais, je suis pas une minorité visible ou quoi que ce soit. Donc, à être une femme, c'est difficile, mais j'ai pas les autres problèmes qui viennent à... Tu sais, juste, mettons, je pense à comme les femmes trans. Tu regardes les femmes trans, intersectionnalité, les femmes trans de minorités visibles vont être beaucoup plus attaquées, affectées ou quoi que ce soit. Puis, excellent exemple d'intersectionnalité, encore une fois, tu sais, que c'est pas parce que je suis une femme blanche que j'en vis pas. J'en vis des discriminations, mais t'en vis plus. C'est ça. C'est ça. Mais non, vas-y. Mais c'est... Donc, c'est ça, l'intersectionnalité, c'est le fait que, surtout au sein du mouvement féministe, c'est le fait que, à première vue, quand tu regardes le mouvement féministe, c'est souvent ce qui va être mis de l'avant, c'est des femmes qui sont blanches, qui vont prendre la parole pour défendre les femmes, mais qui souvent ne vont pas inclure des causes qui sont propres à, comme les femmes de minorités visibles, les femmes trans, ou les femmes qui ont une orientation sexuelle qui dévie la norme sociétale. Fait que l'intersectionnalité, c'est la recherche d'une approche qui permet d'intégrer toutes les formes de différence au sein d'un groupe. Et... Mais mettons concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à ce qu'il y ait moins d'intersectionnalité? Parce que je suppose que l'intersectionnalité, c'est la séparation. Ben, l'intersectionnalité, wow, j'ai la difficulté, mais c'est la théorie qui refute le fait que comme tu sépares les autres puis que comme il y a une hiérarchisation de qui a plus de droits ou qui en a moins. D'habitude, c'est comme l'intégration de tout ça. Puis... OK, c'est ça, mais pour qu'il y ait plus d'intégration, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Premièrement, c'est de laisser la place à les minorités visibles de prendre le devant, ce qui est quelque chose qui n'est pas souvent fait. Puis je pense que si on prend un exemple au Canada, moi je pense tout de suite aux Autochtones, aux femmes autochtones qui... je pense que, je sais pas si vous le savez, mais les femmes autochtones, elles sont vraiment plus ciblées par les meurtres. Oui. Elles sont souvent des femmes qui vont plus vont subir de la discrimination, qui vont disparaître. Et on met pas assez de... Par exemple, s'il y a une femme autochtone qui disparaît, souvent, on va pas en entendre parler. Souvent, la violence dont elles font face ne va pas être discutée ou même mise en lumière par la presse ou par les mouvements féministes qui sont censés défendre toutes les femmes. Donc ça, c'est un exemple de comment l'intersectionnalité n'est pas appliquée dans les mouvements féministes au Canada. Fait que ça serait un exemple. Puis, tu sais, pour contrer ça, ça serait de laisser la place aux femmes autochtones, de prendre le devant de parler de leur expérience, puis de parler de comment aider leur communauté à sortir de ce trou-là dans lequel ils sont, de les permettre de pouvoir avoir plus de visibilité et aussi d'avoir plus de services à leur disposition afin de pouvoir empêcher que d'autres femmes autochtones soient disparues ou assassinées, puis qu'on fait rien à propos de ça, tu sais. Ouais, non, mais c'est aussi beaucoup l'éducation. Parce que en les mettant de l'avant, il faut aussi changer la façon dont on éduque. Oui, définitivement. Il faut changer, il faut en parler plus à l'école. Pour que des jeunes comme toi ou comme moi, ou qui sentent qu'ils sont représentés, qui sentent qu'ils ont une voix, il faut qu'ils soient représentés aussi à l'école. Il faut que les professeurs en parlent, il faut qu'ils éduquent. Même si ton prof, c'est un homme blanc, il devrait parler des femmes noires féministes, des femmes autochtones, des problèmes comme ça. Tu sais, je pense que
c'est important aussi, là. Je sais Ah, pas si je me trompe, oui. mais... Définitivement. L'éducation, c'est une des meilleures façons de pouvoir apprendre, de sensibiliser les gens à la cause des femmes autochtones ou tout simplement de toutes les autres couches de femmes dans le mouvement féministe. C'est important. Mais oui, c'est important d'en parler puis de prendre le temps d'en parler justement aux élèves. Puis l'école qui est le lieu central de l'éducation, je suis encore étonnée que... Puis c'est même pas juste à propos de le féminisme comme des femmes autochtones. Juste en général, je pense que l'école, genre cette lacune-là de pas savoir éduquer les jeunes sur ce qui est réellement important. Donc, comme tu t'apprêtes à rentrer en société, tu t'apprêtes à grandir dans la société, puis tu manques encore de lacunes comme genre quel genre de personnes font partie de ta société, de ta communauté, de la communauté québécoise. Je trouve que c'est étrange, mais tu sais, je sais comme parfaitement genre la trigonométrie, puis tout. Mais comme c'est important, c'est important, mais... Ouais, je pense que, tu sais, mettons, nos cours d'histoire, je vais dire ça de même, là, nos cours d'histoire devraient être moins whitewashed. Oui. Tu sais, comme... Ouais. On arrête de parler de Christophe Colomb, j'ai compris, là. Ah ouais. Tu sais, parlons des vraies choses, parlons des choses qui nous... Parlons du fait que Christophe Colomb, tu sais, pas si gentil que ça. Non, non. Montrer l'envers de la médaille. Oui. Comme montrer les nuances. Comme souvent, on va vraiment comme envoyer cette image de comme genre... Désolée mon anglais, mais de white savior quand il vient de comme les colonisateurs qui arrivent au Québec, là, qui a construit le Québec, puis c'est grâce à lui qu'on a comme la province du Québec d'aujourd'hui. Dit les vraies choses, ok? Faut que oui, c'est vrai. C'est vrai que ils sont venus sur ce territoire-là, qu'ils ont mis en place des institutions, qui ont fait des villes, puis là, ça fait le Québec qu'on est aujourd'hui, mais dit aussi que comme c'est à cause qu'ils ont tué plein d'Autochtones. C'est ça. Qu'ils ont mis les enfants, les descendants de ces Autochtones-là dans des pensionnats pour les whitewash, pour les permettre de pouvoir s'assimiler à la culture que vous avez décidé de l'imposer. Faut comme apporter ces nuances-là aussi. Mais juste comme, au lieu de parler des tipis puis des maisons longues, des Iroquois, là, ouais. Parlons du génocide, parlons des métis, parlons des problèmes de meurtre qu'on a vécu avec les Autochtones, tu sais. Là, c'est une autre question. Oui. Parce qu'on vraiment, on parlait de l'intersectionnalité. On s'éloigne du sujet, mais je pense que vous comprenez où on essaie d'aller. Là. Mais tu sais, comme dans la même ordre d'idée, juste parler de la place de la femme dans cette société-là. Ouais. Parler de comment le Québec était. Ouais. Parler du fait que les femmes avec la religion catholique, il y avait les prêtres qui venaient les voir puis ils faisaient « À quand le prochain enfant? T'es rendu à ton 15e, j'en veux un 16e l'année prochaine. » Ouais. Tu sais, montrer à quel point on était pris là-dedans puis on voyait pas à quel point c'était dégueulasse, là. Non, je vais utiliser les vrais termes, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse, oui. Il y avait plein d'aspects de la société. Si on enlève le whitewash, tu réalises « Ah bon, ben c'était pas... Non, c'était pas jojo. » C'était pas beau, là. C'était pas nice. Fait que là, ouais. J'aimerais savoir, toi... en fait, je vais apporter un petit cours d'histoire aussi concernant l'intersectionnalité. Ouais, vas-y. Que je pensais vraiment intéressant. Donc, le mot en tant que tel, il a été comme inventé par les féministes noires des années 79. Mais c'était pas... Ils n'avaient pas mis de mots dessus. Ils étaient juste comme genre... OK, mais c'est comme... Comment ça se fait? On est genre on participe à toutes les organisations sociales, tous les mouvements sociaux, puis on n'a toujours pas l'impression de, tu sais, comme, d'être intégré ou de faire partie de la gang. Fait que, qu'est-ce qui se passe? C'est la juriste Kimberly Crenshaw, qui est une juriste américaine, qui a proposé le terme intersectionnalité. Puis c'est en 2005 qu'on a finalement, genre, réalisé que, c'est vraiment quelque chose. 2005. Ben, ça fait genre... Ça fait 15-20 ans, là. Ouais. C'est pas beaucoup, là. Ce n'est pas beaucoup. Comme on savait, la situation, on savait qu'il y avait comme, tu sais, clairement... Il n'y avait pas d'inclusion comme de toutes les femmes ou dans le féminisme, mais pas juste dans le féminisme, dans d'autres aussi aspects ou d'autres causes sociales. Même
comme j'ai dit, c'est pas juste un terme qui est en sociologie, ça s'applique aussi en politique. Fait que c'était vraiment quelque chose que, comme, on avait une idée de ce que c'était, mais on avait toujours pas, comme, genre, tu sais, affirmé ou comme on l'a pas mis comme, OK, ça, c'est... On n'a pas mis un mot dessus, puis du moment que tu mets pas de... Tu identifies pas quelque chose à un terme, c'est comme s'il n'existait pas, ou comme... Tu sais, tu fais juste comme si ça... Tu le sais, mais tu décides de l'ignorer ou de, comme... d'être un peu comme aveugle. Fait que c'est en 2005, et c'était des universitaires qui faisaient une recherche sur les mouvements féministes, puis qui ont trouvé une déclaration qui avait été faite par un groupe qui s'appelait le... OK, j'essaie de bien dire, là, mais... Combahee River Collective, en 1979, qui était une déclaration dans laquelle les féministes noires disaient que, justement, il fallait changer la manière dont on intégrait les différents groupes sociaux dans les causes sociales parce que ça fonctionnait pas. Et ça faisait qu'il y avait beaucoup de... C'était un peu comme exclusif à des types de personnes, des types d'individus, puis ça fonctionne pas comme ça, un mouvement social, bien sûr. Fait que, ouais, c'est un mot qui a été utilisé dans des institutions académiques, puis après, c'est là, en 2005, qu'on a comme officiellement déclaré l'intersectionnalité comme étant un terme qui est vraiment... qui s'applique à plusieurs situations dans notre société. Fait que c'est ça, c'était le petit cours d'histoire. Petit cours d'histoire. Mais, tu sais, en bref, je pense qu'on peut finir l'épisode sur... C'est important. Je pense que la chose la plus importante à parler, c'est il faut éduquer. Ouais. Je pense que le débat est encore important. Le féminisme, c'est encore important. Il faut, par exemple, peut-être nuancer le féminisme d'aujourd'hui. Ah, définitivement le nuancer. Puis il faut surtout éduquer sur l'intersectionnalité, qui est un aspect énormément important, qui devrait être encore plus connu. Mm-hmm. Fait que, merci de nous avoir écoutés, d'avoir écouté cet épisode, puis j'espère que vous avez été contents d'avoir appris un nouveau terme, l'intersectionnalité, puis on vous attend pour le prochain épisode. En tout cas, moi, je suis contente d'avoir entendu ça. Fait que, ciao tout le monde! Ciao!